Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par vous saluer et vous remercier d'avoir fait nombreux le déplacement pour la 3e édition de l'atelier des ONG organisé par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie. Je voudrais, au nom de son Excellence Madame l'ambassadeur, vous remercier d'être avec nous ce matin. Nous allons commencer la session de ce matin, naturellement par le mot de bienvenue de son Excellence Madame l'ambassadeur. Nous entendrons ensuite les allocutions du représentant du ministère des Affaires étrangères de la République italienne, qui nous fait l'honneur d'accepter de s'associer à cet événement. Et vous entendrez toute une série d'allocutions. Les débats seront conduits par M. Massimo Zorini, qui est le directeur d'une revue assez connue dans le monde de la diaspora, c'est Africa et Affari. Donc sans plus tarder, je vais laisser le soin à M. Zorini d'introduire les débats. Merci. C'est avec un réel plaisir que je procède à l'événement ce matin de la 3e édition de l'atelier des ONG. Je voudrais consacrer quelques minutes au remerciement d'usage, car il est important de dire combien nous sommes sensibles à votre présence à tous. Cet atelier qui réunit des hauts cadres de l'administration italienne et ivoirienne a un objectif, celui d'apporter un appui à la réussite des projets en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer la présence de M. Soda, directeur de l'Organisation internationale de la migration. Cette rencontre bénéficie d'un parrainage de structures du gouvernement italien. Le ministre des Affaires étrangères, à travers la direction de la coopération italienne et du développement, représenté par M. Colaminé à ma gauche. Je remercie l'Agence italienne pour la coopération au développement AIX, représentée par Mme Grazia Sgarra, et le ministre de l'Intérieur par Mme Chiara Ampagliazzo. M. Cléophas Diomand, coordonnateur du Summit national des diasporas, est avec nous. Merci Cléophas. Un partenariat important s'est développé pour pouvoir organiser cette rencontre. Partenariat avec des organes de presse italiennes, Africa Affari et Info Africa, dont le directeur, M. Massimo Zorini, accepte d'être notre modérateur pour la journée du 7 février. Je tenais à marquer ma reconnaissance pour sa présence, aussi celle de l'agence de presse nationale d'IRE, dirigée par M. Nico Perron, Vision Chenal, M. Sona. Je voulais remercier Bruxelles Airlines pour nous avoir permis de permettre à certains intervenants d'être là, en particulier M. Fluvio Zanemboni, qui remerciera Mme Roberta Monti, la directrice de Bruxelles Airlines. Je tenais à saluer la présence remarquée des représentants des régions municipales et des régions et des municipalités de Côte d'Ivoire, M. Zamblé, Bizaouri Séraphin, président de la région de la Maraoué, Mme Thiebi Djelou, vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Mme Ango, qui nous rejoindra tout à l'heure, Nadège, représentant de la région de Lamé, M. Dakouyo Paul, premier adjoint au maire de Bouaké. Mes remerciements s'adressent aux grands commis de l'État ivoirien qui ont accepté de consacrer quelques jours à cet atelier.
Monsieur Malan Kofi, représentant de la direction du ministère des Affaires étrangères en charge des organisations non gouvernementales et internationales, Madame Lévry Béatrice du ministère de l'Intérieur, représentant la direction de la vie associative responsable des ONG, Madame le commandant Hiro Glay-Espérance, chef du bureau des exonérations à la direction des douanes de Côte d'Ivoire, Madame Koïta Nsiata, représentant le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'étranger. Ces fonctionnaires de l'État sont des appuis essentiels dans le bon déroulement de l'activité des ONG en Côte d'Ivoire. La tendance actuelle des ONG, orientée vers un développement économique social, voire entrepreneurial, nous a conduit à demander l'appui et la présence de M. Youl Sansan, directeur des marchés publics, M. Serge Henret, représentant le ministre du Plan et du Développement, M. Badou Yeboah, représentant le secrétaire d'État chargé de la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Messieurs, merci d'être là et de nous transmettre les outils utiles aux ONG. Aux côtés des fonctionnaires, le secteur privé, représenté par M. Konaté Vassiliki, qui arrivera ce soir, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, la Fédération des ONG de Côte d'Ivoire est représentée par M. Kone Sitiki, président de la FEDOCI, accompagné de M. Ndri Konantieri. L'ONG Saint-Raphaël de Mme Bagrou Apolline a fait le déplacement et a insisté beaucoup pour être avec nous. Je vous remercie, Madame. Donc, ce voyage pour participer à cette réunion à Rome, beaucoup de personnes se sont engagées de la Côte d'Ivoire. Je voudrais les remercier pour l'appui important qu'ils apportent. Ce matin, de nombreuses ONG ont répondu présentes et je les remercie infiniment. Les organisations non étatiques se sont imposées comme des facteurs clés des processus internationaux de coopération et d'aide. Leur activité est en forte croissance du fait de la globalisation et cette activité à l'échelle planétaire depuis plusieurs décennies. Leurs résultats ne sont plus contestables et l'organisation de l'action humanitaire, du développement durable, de la présence dans le domaine de l'environnement, de la lutte pour les droits humains ne pourrait plus se faire au niveau mondial sans elles. Elles sont présentes dans la situation des conflits, lors des catastrophes naturelles, lors des pandémies. Elles sont là pour rappeler les droits humains, lutter pour les défenses des enfants, les trafics humains, pour lutter contre les violences faites aux femmes. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée de lutte contre l'excision. Elles sont là pour rappeler la liberté de la presse, mais depuis quelques années, leur champ d'intervention s'est élargi, englobant la protection des biens culturels, le développement durable, la conservation et la défense de la nature, la biodiversité. Un autre axe s'ouvre pour le développement durable, le développement social et économique, et les idées d'action commune avec le secteur privé marchand et le secteur privé non lucratif débouchent sur des projets pour l'autonomie des femmes, le commerce équitable, le tourisme équitable, la microfinance, l'entrepreneuriat social. Ce qui explique la journée de demain qui sera consacrée entre la rencontre entre ONG et acteurs entrepreneuriaux du privé. Des actions innovantes, multiformes et constructives, le champ est vaste, le progrès constant. Les ONG italiennes sont nombreuses et dynamiques. En Italie, la mise en place d'une politique de coopération dans les années 70 ont permis l'émergence de nombreuses ONG, dont les plus connues Caritas Italie, Emergency, Foxy et Sant'Egidio, dont je remercie le directeur d'être là pour la part active qu'ils ont menée en Côte d'Ivoire lors du conflit post-électoral.
À l'ambassade, nous avons ouvert un annuaire des ONG italiennes présentes en Côte d'Ivoire et nous les invitons à choisir la destination Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, des ONG locales ont vu le jour depuis plusieurs décennies. Elles travaillent dans les domaines diversifiés, mais l'éducation et la santé restent le domaine de prédilection. La rencontre de ce matin est une plateforme d'échange d'expériences, de renforcement des connaissances, de dialogue, de création, de liens, car il est certain que chacun ici présent est utile pour l'objectif que nous poursuivions tous, le bien-être des populations. Je vous remercie. Je vous remercie, Son Excellence. Coperto dall'ambasciatore, posso comprendere quanto complessa sia l'organizzazione di un evento. Cet événement était très complexe. Je souhaite donc remercier et saluer à nouveau notre administration pour l'effort d'information d'une telle envergure et d'une telle complexité qui a vu la participation de nombre d'administrations du pays d'origine. Information est le mot-clé. Information et entente et lutte contre la désinformation. C'est l'un des aspects peut-être parmi les plus importants quand on parle de la perception de l'Afrique en dehors de l'Afrique. C'est quelque chose de central, un thème central que l'ambassade et Madame l'ambassadrice sont en train d'engager de façon décisive et déterminée. J'ai entendu d'autres présentations de Madame l'ambassadrice Taliante Saracino à Gênes, où nous sommes des invités depuis de nombreuses années pour un événement de coopération très intéressant et qui a toujours présenté avec précision scientifique nombre d'aspects connectés à l'immigration, au phénomène de développement, et qui, par conséquent, continue dans cette action qui est adressée, qui vise la lutte contre la désinformation, les préjugés, les idées reçues qui concernent les relations entre nos deux continents. Il s'agit également d'informations sur les aspects économiques, et dans ce sens, je remercie le directeur Zaurini, qui, avec cette revue, ce nombre de la revue Africa Affari, a donné un cadre complet des relations entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. C'est un outil très important pour les opérateurs du secteur privé, qu'il s'agit des organisations à but lucratif ou non. Et il faut considérer les sujets qui œuvrent dans ces domaines. Si l'on feuillette la revue et le programme de l'événement, nous pouvons remarquer que les informations pratiques données grâce à la présence des opérateurs de la Côte d'Ivoire constituent un pas en avant, un grand progrès par rapport aux efforts que les ambassades et les représentations diplomatiques doivent faire pour informer les autres pays, les opérateurs des autres pays, concernant les aspects de réglementation dans les pays d'accueil. Il s'agit d'une approche très utile, surtout quand on touche les points qui font la différence entre une action concrète sur le terrain et une volonté qui n'arrive pas à aboutir. Les procédures douanières qui arrivent au siège diplomatique au moment où l'opérateur d'un pays se trouve dans un autre pays et s'adresse à son ambassade, donc la nôtre dans ce cas, pour avoir l'assistance. Et donc nous voyons l'effort de la Côte d'Ivoire pour inviter les représentants de ces institutions et apporter leur contribution pour les informations. De cette façon, les informations sur l'accord d'établissement et d'autres procédures pour l'obtention du permis de séjour sont nécessaires au sujet pour œuvrer. Il s'agit d'une approche pragmatique, sans doute, mais c'est également une approche philosophique. Une approche philosophique qui tire sa source du fait d'attirer des sujets de plus en plus nombreux dans une coopération
internationale qui est vraiment complète, non seulement entre les États, mais également entre les sociétés des différentes nations. Il est désormais clair que l'aide publique au développement, l'APS en Italie, ce n'est qu'une des voies pour la coopération internationale. Il faut l'utiliser de façon appropriée pour qu'elle ait le rôle de ressource en plus pour encourager des activités qui ne seraient pas couvertes par d'autres ressources économiques privées, qui seraient encouragées par le profit ou alors sans but lucratif. Or, il faut unir, mettre en lien tous les sujets de la société civile sur le terrain, ainsi que les organisations de la société civile, notamment avec leur financement public quand ils sont présents. Et comme vous le savez, nous avons des concours pour offrir des aides à la société civile, ou ils peuvent être aussi des financements privés, ou alors en lien avec l'atelier de demain avec les sujets profit. Il s'agit de la nouvelle frontière du développement durable, aussi bien sur le plan économique que sur le plan de la disponibilité de ressources qui sont récoltées à l'intérieur des sociétés intéressées, à travers le canal public, mais également à travers les canaux des sujets privés à but lucratif et non. C'est un effort que nous, d'un point de vue institutionnel, nous devons accompagner et encourager, surtout sur le plan de l'information, comme Madame l'ambassadrice et l'ambassade de la Côte d'Ivoire est en train de faire. L'objectif étant trouver l'outil d'une véritable action de développement partagée entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Italie et la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle il y a le parrainage du ministère des Affaires étrangères. Et je souhaite remercier encore une fois, pour conclure, Madame l'ambassadeur Taliante Serracino, tous les dirigeants de l'administration de la Côte d'Ivoire qui nous ont fait l'honneur de venir ici pour nous aider pour une coopération de tous. Merci à vous tous, l'organisation de la société civile, pour votre participation. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de m'adresser à la délégation ivoirienne. Vous avez de la chance, car vous avez une ambassadrice qui est unique parmi les ambassades présentes à Rome. C'est une personne attentive, et je ne le dis pas uniquement parce qu'elle est présente. Nous l'appelons très souvent pour intervenir à nos organisations, parce qu'elle arrive toujours à parler d'une voix claire et à porter son point de vue et de son pays, de son continent, avec une grande clarté et dignité. Ce n'est pas une plaidoirie. Si nous pensons à l'activité d'aujourd'hui et de demain, il y a quelque chose d'unique dans le panorama romain des ambassades. C'est la première fois que je prends part à cette idée d'unir dans cette journée les organisations qui travaillent et demain les entreprises pour créer des liens, comme nous venons de le dire, créer des connaissances, des informations, avant même qu'elles entament. C'est quelque chose de très intelligent. Et c'est très utile également. Car dans le monde de la coopération, il y a cette habitude, ou du moins il y avait un modus operandi qui remonte à la naissance de ce monde où l'on apportait son aide comme s'il s'agissait de quelque chose de divin ou d'extérieur. Aujourd'hui, l'Afrique en général, si l'on parle d'un continent tout entier, a besoin d'une interaction plus étroite, plus serrée. Et elle a besoin que l'aide soit adressée dans la meilleure des façons, dans les secteurs qui ont besoin, dans les zones qui ont le plus besoin. Et donc, il est très important, et les ONG aujourd'hui l'ont bien compris, c'est débat avec les autorités, les collectivités locales. C'est plutôt une coopération plutôt qu'un débat. Et je voudrais dire aussi avec
le monde lucratif. La revue que je dirige, c'est Africa Fari. Je ne viens pas de Milano Finanza. J'ai une histoire plus proche des ONG. Vous vous rappelez peut-être de l'agence MISN. J'étais le Desk Africa dans les années 2000 et je suis sortie en tant que vice-directeur. Aujourd'hui, je parle aux entreprises avec une histoire qui est proche de la vôtre. Je crois que les défis du continent appellent davantage à une intégration, le fait de dépasser les anciennes divisions de secteurs. Donc, nous demandons aux ONG, à vous, un nouvel effort pour explorer des nouveaux terrains et nous demandons aux entreprises de faire des affaires d'une façon équitable et correcte. Je pense que c'est possible. Les deux forces ensemble peuvent aider des pays qui sont en train d'œuvrer et de faire d'énormes efforts avec de très bons résultats. Car nous parlons d'un pays, la Côte d'Ivoire, qui a une tendance de croissance très élevée. En 2018, la croissance était de 8% environ. Pour l'année en cours et l'année prochaine, la Côte d'Ivoire va avoir une croissance de 10%. Il y a donc des améliorations, mais il y a des défis à relever, comme par exemple le partage de cette croissance. Le président de la Banque africaine de développement m'a dit récemment que les pourcentages du PIB ne nous nourrissent pas. Ce sont un indicateur, mais donc il faut quand même les considérer. Je vais être bref et donner juste un message général. Essayons de respecter les temps. La journée est longue, les interventions sont très nombreuses. Donc, si nous pouvons être stricts, nous aurons du temps pour approfondir et pour avoir un débat. Je vais passer la parole à Simona Vidoni, de l'ambassade de la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Oui, bonjour tout le monde. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie accorde une attention particulière au rôle des ONG et aux entités impliquées dans la coopération internationale en fonction de leur rôle important dans la résolution des conflits et le développement économique et social des pays. À cet égard, l'ambassade a créé au propre sein un service dédié à ces structures afin d'intensifier les relations, inciter les synergies et les collaborations opérationnelles. Ce service envisage un espace de partage d'informations, de recherche de solutions aux difficultés souvent rencontrées sur le terrain et l'ouverture de prospectives et de coopération. Afin de bien mener ces activités de coordination, l'ambassade invite toutes les ONG à suivre une procédure d'inscription à l'intérieur des services des ONG de l'ambassade. Pendant la journée, un document vous sera transmis où l'on vous explique ces procédures, ces démarches. Ceci nous permettra d'accompagner vos activités en Côte d'Ivoire, d'assurer le bon déroulement administratif de vos dossiers et pendant vos missions humanitaires, on mettra aussi à disposition, à discrétion de Son Excellence Madame l'ambassadrice, des procédures. En ce qui concerne le contexte justificatif de cet atelier, il est important de souligner que dans le domaine de la coopération internationale, les ONG sont reconnus comme principal acteur pour les relations avec les États et les organisations non gouvernementales. En plus, témoignent leur présence comme personnage principal dans les pays. Donc, les activités qu'ils déroulent sont très importantes et fondamentales pour la lutte contre le phénomène lié à l'immigration clandestine, à travers des projets qui prévoient la création d'une économie locale. Dans ce sens, il faut noter, comme M. Zaurini disait, que la Côte d'Ivoire a une performance économique unique en Afrique. Et dans le cadre macroéconomique, elle a un taux moyen de croissance de PIB d'environ 9%, 8-9% en 2017. Ce contexte offre l'opportunité d'ouvrir de nouvelles perspectives pour la mise en œuvre de grands programmes et projets humanitaires qui prévoient et envisagent la création d'emplois et de systèmes de revenus.
de revenus économiques. L'organisation de cet atelier est dans la perspective de finaliser certains objectifs. Tout d'abord, créer une plateforme d'échange avec les ONG et les structures italiennes et ivoiriennes qui œuvrent dans le domaine humanitaire, afin de les soutenir dans leurs actions et pour les motiver pour les opportunités que la Côte d'Ivoire offre. En effet, les actions actuelles mises en place par l'ambassade pour cet atelier par rapport aux thèmes et arguments traités et aux orateurs présents nous font espérer dans une collaboration accrue pour toutes les personnes intéressées dans ce secteur. Il faut dire qu'aujourd'hui, les partenaires sont des catalysateurs fondamentaux pour promouvoir le développement d'un processus. Dans ce sens, des réalités associées dont nous en verrons certaines aujourd'hui, comme le consortium SPERA ou la FOXI, qui sont des structures qui peuvent créer des réseaux et concourir à une collaboration commune. Pendant la rencontre d'aujourd'hui, nous voudrons transmettre une meilleure connaissance des procédures d'institution des ONG en Côte d'Ivoire, en soulignant l'importance d'être officiellement autorisés par les autorités locales à exercer sur le territoire. En effet, nous avons constaté que plusieurs ONG travaillent en association avec d'autres ONG ou d'autres organisations, peut-être chrétiennes, et souvent elles ne sont pas enregistrées auprès des autorités compétentes. La procédure d'enregistrement pourrait leur permettre d'avoir un statut juridique et de réaliser les objectifs qui leur sont assignés dans le contexte de la réglementation. Au niveau de l'immigration, il est essentiel et fondamental de présenter des projets qui envisagent la création d'emplois et développement économique pour la lutte contre l'immigration clandestine. À cet égard, le ministère italien de l'Intérieur, qui interviendra aujourd'hui pendant la deuxième session de travail, a prêté sa collaboration et mis à disposition de la Côte d'Ivoire des financements pour lutter contre ce phénomène. Et nous fournirons aussi des renseignements sur les immigrés présumés ivoiriens et les statistiques des régions de la Côte d'Ivoire définies comme point de départ dans le processus d'immigration. Face à des études et statistiques, nous avons pensé qu'il était important de faire connaître des thématiques de certaines régions de la Côte d'Ivoire pour solliciter votre contribution pour leur résolution. Et pendant l'atelier, nous aurons la possibilité d'écouter certains présidents et référents des collectivités ivoiriennes comme la région de la Maraoué, de la Mé, le district autonome d'Abidjan, la commune de Boaké, de Tienko, et une représentance aussi de la région Nawa. Cette cartographie que vous pouvez voir montre la concentration des ONG inscrites sur le registre de l'ambassade et qui œuvrent en Côte d'Ivoire. Il faut noter aussi que cette concentration est très élevée, surtout dans le sud de la Côte d'Ivoire. Il serait donc intéressant de partager avec les régions et les communautés locales leurs besoins spécifiques et leurs opportunités afin de créer des projets qui puissent solliciter votre soutien dans d'autres régions aussi avec des objectifs et des buts communs. Dans le contexte de projets humanitaires qui prévoient le développement local et la création d'emplois et de systèmes de revenus économiques, le CPC, c'est-à-dire le Centre de prévention de Côte d'Ivoire présent aujourd'hui ici, serait capable d'orienter les ONG afin de créer des partenariats avec les réalités commerciales locales. Dans ce sens, il sera donc intéressant de partager des informations sur les opportunités par rapport au financement à projets humanitaires. Et aujourd'hui, pendant la deuxième session de travail, nous pourrons parler avec l'AX, qui sera ici pour parler, qui va présenter les nouveautés et les opportunités de la loi 125-114 de 2014. L'organisation de cet atelier prévoit le traitement de tous ces arguments à travers la présence de conférenciers de premier plan, notamment les autorités institutionnelles et les responsables des collectivités locales, le président des ONG, ainsi que toutes les structures qui œuvrent dans le domaine humanitaire. Le gouvernement ivoirien, à travers l'ambassade, marque une attention particulière à ce volet
À travers cette rencontre, il souligne sa disponibilité à travailler avec vous tous afin de partager et renforcer la dynamique humanitaire pour le développement de la Côte d'Ivoire et la mise en place de grands projets de coopération internationale. Je vous remercie. Merci beaucoup l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je remercie Madame l'ambassadrice parce que, comme disait Massimo, c'est une personne exceptionnelle. Je le dis pour moi, parce que nous, comme diaspora, on a toujours besoin vraiment d'avoir des ambassades qui ont le temps de nous écouter, le temps de se confronter avec nous, le temps de nous accompagner et surtout le temps de penser à comment intégrer les diasporas dans le travail qui est la mission des ambassades en général, pas seulement sur la... J'ai été nommé au ministère des Affaires étrangères. J'ai essayé un tant soit peu de rencontrer beaucoup d'ambassades et de présenter les idées que j'avais et les projets qu'on avait comme association, mais aussi comme coordinateur de groupe de travail Migration et Développement à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères. J'ai tout trouvé de la part de l'ambassadrice une oreille qui nous a toujours écoutés, qui nous a toujours conseillés, et quand elle pouvait, qui a été toujours présente à toutes les activités qu'on a organisées. Donc vraiment, merci beaucoup pour le travail que vous faites, pas seulement pour la diaspora ivoirienne, mais pour la diaspora en général, parce qu'il faut reconnaître cela. Elle a toujours tenu à être présente quand on parle de diaspora, migration, développement. Donc vraiment, c'est quelque chose de très important. Je pense que la Côte d'Ivoire, on doit l'applaudir très fort parce qu'elle fait un gros travail. Cet atelier confirme l'idée que j'ai de cette personne parce que ce n'est pas une obligation de l'ambassade de penser à comment organiser les ONG, à comment organiser les ONG italiennes pour qu'ils puissent arriver de la bonne manière dans nos pays parce que des fois, les ONG ont de belles idées, ils ont de beaux projets, ils ont des financements et ils ne se rendent pas compte que les contextes dans lesquels ils vont travailler ne sont jamais vraiment ce qu'ils attendent de trouver quand ils partent. Donc c'est très important que cette connexion, cette synergie qui se crée entre les ONG italiennes et les ONG ivoiriennes, entre la diaspora italienne et la diaspora ivoirienne devienne une synergie qui devient un modèle, non? Et que d'une certaine manière, nous, je reviens à mon rôle que j'ai au sein du ministère des Affaires étrangères, pouvons profiter pour rendre plus concret et plus efficace le travail qu'on est en train de faire. Le ministère des Affaires étrangères, à travers la loi 125-2014, a créé le Conseil national pour la coopération et le développement. Cette loi a changé la structure de la coopération italienne, a changé la structure du ministère des Affaires étrangères, qui devient le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Donc il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a un vice-ministre délégué à la coopération internationale, il y a la nouvelle agence italienne pour la coopération et le développement que vous allez connaître après-midi, mais il y a surtout cet organe consultatif qui est le Conseil national pour la coopération et le développement et à l'intérieur dans laquelle elle a été choisie pour coordonner le groupe de travail migration et développement. Et j'ai une histoire de migration, je peux dire assez normale, parce que je suis arrivé clandestin, j'ai fait 2 ans de clandestinité, j'ai eu le permis de séjour, je me suis déplacé au nord, du sud au nord, j'ai trouvé du travail, et à un moment donné de ma vie, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à faire ce qui était prévu. Non, de manière classique, non. L'immigré doit être quelqu'un qui travaille dans les usines, qui doit être tranquille, ne pas déranger, qui ne doit pas avoir de point de vue. Et je me suis dit non, il faut qu'on lève la main, qu'on participe au débat, qu'on dise ce qu'on pense, que surtout notre rôle ici soit un rôle important, pas seulement pour nos pays, mais pour l'Italie, parce qu'on vit ici et on se rend compte si l'Italie fonctionne bien, ça fonctionne pour nous, ça fonctionne pour tout ce qui vient à l'intérieur de ce pays. Et quand on parle de coopération, ça veut dire que c'est des synergies qui se créent entre des personnes pour pouvoir travailler, pour aller faire des projets dans les pays de provenance, surtout des immigrés qui arrivent ici. Donc, dans tout ce que j'ai fait, je crois que
il y a quelqu'un qui a pensé que je pouvais être utile au nouveau parcours de la coopération italienne. Donc j'ai été choisi, on a commencé à réfléchir à comment élaborer des stratégies pour amener la diaspora à participer à la coopération internationale. La mission que nous, on a à l'intérieur du ministère des Affaires étrangères, c'est élaborer des stratégies, des idées, des propositions qui amèneraient les diasporas à participer à la coopération internationale. Donc on a proposé le Summit des diasporas et le Sommet des diasporas, qui est une idée qui avait comme objectif de sortir du ministère, de sortir des réunions du ministère et aller vers les personnes, aller rencontrer les diasporas dans les villes où ils sont, se confronter avec eux, présenter la loi, présenter les instruments que le ministère mettait à disposition des diasporas pour participer à la coopération internationale, mais surtout recueillir des diasporas des propositions et recommandations qui pouvaient être utiles pour que la loi devienne concrète, mais surtout que la loi sorte du document et de la feuille où elle a été écrite. Donc on a organisé il y a 2 ans le premier sommet de la diaspora. Ça a été une expérience incroyable. On est allé dans plusieurs villes italiennes. On a se confronté avec la diaspora. On s'est rendu compte que la diaspora est super intéressée à participer à la coopération internationale. Ça, c'est vraiment un truc qui est très important. Ils ont une idée de développement de leur pays. Ils veulent que leur pays se développe. Ils ont un amour vraiment important vers leur pays et ils ont des idées. Parce que des fois, on a l'impression que les gens n'ont pas d'idées, ils n'ont pas de propositions, ils ont des idées, ils ont des projets. Et il y en a même qui coopèrent déjà. Si vous allez dans certaines régions, et je peux parler de la région par exemple de Parme, où l'association des Ivoiriens font des gros projets, des gros projets pour leur pays. Je pense que la communauté, ouais, si je ne vais pas me tromper Brigitte, et à l'intérieur de cette communauté, avec la mairie de Parme, la province, ils ont réussi à même amener l'ancien maire de Collecchio, qui est devenu député dans une ville de Parme, pour parler de coopération, mais surtout pour envoyer des projets qui pouvaient aider le développement de la région. Il y a vraiment des trucs qui se font à l'intérieur des communautés. Ce qui manque des fois, c'est l'organisation. C'est la capacité de comprendre ce que ça veut dire coopérer. C'est de se rendre compte que coopérer, c'est un travail. On ne peut pas continuer à faire cela comme volontaire parce que ça veut dire c'est 18h quand tu viens de travail, tu es fatigué, tu vas en réunion. C'est samedi et dimanche parce que c'est le jour où tu as un peu de temps. Après, c'est des problèmes parce que tu as la famille, il y a les enfants qui sont là, donc tu ne peux pas passer tout le temps à être en réunion, tout ça. Ça crée des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les migrants aient conscience que la coopération, c'est aussi du travail. Les coopérants sont des travailleurs de la coopération internationale, c'est des gens qui ont des compétences, qui ont une professionnalité, qui savent écrire des projets, les mettre en application, surtout faire le compte-rendu. Et la chose la plus importante dans la coopération est faire des bilans certifiés. Ça veut dire que quand je te donne l'argent, quand l'État te donne de l'argent pour faire un travail, et d'avoir la certitude que l'argent est utilisé en bon escient et sûr que dans ta comptabilité, tu respectes tout ce qui est loi, fiscalité et normative pour qui puisse clairement te permettre non seulement de mettre en application tes idées et ton projet, mais surtout respecter ce que sont les lois italiennes. Donc, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous traduire mes remerciements d'avoir bien voulu nous associer à cette plateforme d'échange et de partage. Je suis Béatrice Levry, secrétaire générale de préfecture, et j'ai en charge la vie associative au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc ce matin, il m'a été demandé d'exposer sur les procédures administratives d'agrément des ONG en Côte d'Ivoire, les avantages et les obligations. Dans un premier temps, je voudrais juste rappeler qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une loi unique qui gère tout ce qui est association. Et donc les ONG font partie de ces associations-là. C'est la loi numéro... les tests réglementaires, la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 qui gère toutes les associations en Côte d'Ivoire. On va dire les associations cultuelles, les associations sportives, les organisations non gouvernementales. Enfin, tout ça est géré par cette loi-là.
Voilà. Donc, nous avons un certain nombre de décrets, d'arrêtés, mais le texte fondamental, c'est la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960 sur les associations. Et donc, par rapport à la procédure, la composition des dossiers, que vous soyez une association étrangère ou une association, on va dire, nationale, la première des choses, c'est de faire une demande. Vous adressez une demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et donc, vous avez cette demande, vous avez les exemplaires des statuts et règlements intérieurs. Donc, la composition des dossiers, les associations nationales. Vous avez une demande de récépissé de déclaration adressée à Monsieur le ministre chargé de l'Intérieur sous le couvert du préfet du département où siège l'association. Donc, ces dossiers sont constitués du statut, du règlement intérieur, du procès verbal de l'Assemblée générale constitutive, de la liste des membres fondateurs, des membres du bureau exécutif, et tout ça en 3 exemplaires. S'agissant des associations étrangères, on va d'abord définir ce que c'est qu'une association étrangère du point de vue de la législation ivoirienne. On dit sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association qui ont leur siège à l'étranger ou qui, ayant leur siège en Côte d'Ivoire, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien sont soit des administrateurs étrangers, soit un quart, au moins des membres sont étrangers. Donc, pour être déclaré une association étrangère, soit votre siège est à l'étranger, soit l'organisation est dirigée par des administrateurs étrangers, soit un quart des membres de cette association sont étrangers. Voilà. Et donc, c'est toujours, selon la loi numéro 60 qui gère cette association, aucune association étrangère ne peut se former ni exercer en Côte d'Ivoire sans autorisation préalable délivrée par le ministre en charge de l'Intérieur. Les pièces à fournir, c'est pratiquement les mêmes pièces, on va dire la demande, les statuts, règlement intérieur, tout ce qui avait été précédemment cité en 3 exemplaires. Ce qu'il y a lieu d'ajouter s'agissant des associations étrangères, il y a le mandat du représentant délivré et signé par le président de l'association mère pour les représentations. C'est-à-dire si vous avez une association italienne en Côte d'Ivoire et qui aimerait s'installer, avoir on va dire, une branche en Côte d'Ivoire, il faut bien que cette association, cette branche en Côte d'Ivoire ait un mandat de l'association mère. En plus de cela, vous devrez déposer une copie de l'agrément du pays où siège l'association mère. Un exemplaire de l'extrait du journal officiel de publication de l'agrément du pays où siège cette association. La liste de présence à l'Assemblée générale constitutive signée et légalisée. Donc voilà, ce sont ces documents-là qui viennent en plus de ce qui est demandé pour les associations nationales. Je suis Malan Kofi Philippe, conseiller des Affaires étrangères, sous-directeur des ONG internationales au ministère des Affaires étrangères. Alors, avant tout propos, je voulais m'acquitter d'un devoir administratif dont m'a chargé le ministre des Affaires étrangères. Il m'a demandé d'adresser ses félicitations et ses encouragements à Madame l'ambassadeur pour l'initiative qu'elle a prise pour cet atelier qui, à n'en point douter, aura des objectifs, des effets sur le développement de notre pays. Voilà. Et je suis chargé de vous expliquer un peu la procédure, c'est-à-dire comment la Côte d'Ivoire accrédite les ONG étrangères, c'est-à-dire comment le ministère des Affaires étrangères signe l'accord d'établissement pour permettre à l'ONG étrangère d'exercer son activité sur le territoire ivoirien. Alors, j'avoue que l'exposé de ma prédécesseure et pour moi-même sont très proches parce que je crois qu'elle a exposé sur l'aspect
de l'accréditation des ONG, comment le ministre de l'Intérieur signe l'arrêté pour autoriser l'ONG à exercer. Et moi, je vais exposer comment le ministre des Affaires étrangères signe l'accord d'établissement pour permettre à l'ONG d'exercer. Voilà, donc nos exposés seront très proches. Avant de commencer, je dirais que la Côte d'Ivoire, depuis son accession à l'indépendance, coopère toujours avec les acteurs au développement, les États, les organisations internationales, et puis aujourd'hui, les organisations non gouvernementales qu'on appelle communément ONG. Alors, de plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire se fait accompagner dans son développement économique et social par ces structures-là, qui savent mobiliser les fonds, qui sont sur le terrain pour mobiliser les fonds, et qui sont aussi sur le terrain auprès des populations les plus défavorables, les plus démunies. Alors, comment l'État de Côte d'Ivoire signe l'accord d'établissement pour permettre à l'ONG étrangère d'exercer son activité sur le territoire ivoirien? Comme l'a dit ma prédécesseure, c'est le même fondement juridique, c'est la même loi qui autorise l'État de Côte d'Ivoire à accepter à une ONG internationale d'exercer son territoire. L'article 24 de la loi numéro 60-315 du 21 septembre 1960, c'est le fondement juridique. Comme elle l'a dit, c'est une loi qui date depuis 1960 à la cession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et donc, cette loi est sur le point d'être revue pour serrer un peu les différentes formes de structures. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Fondations, ONG, associations. Donc, la loi qui viendra certainement va définir davantage les organisations. Alors, la définition de l'accord d'établissement. L'accord d'établissement, c'est une convention que l'État de Côte d'Ivoire signe avec l'ONG étrangère en vue de lui permettre d'exercer son activité sur le territoire ivoirien. Et dans cet accord-là, il y a des éléments. Il y a des éléments qui constituent le dossier que l'ONG dépose aux affaires étrangères. Alors, voici la liste de ces pièces-là. Mais avant, je voudrais préciser qu'avant que l'ONG ne dépose son dossier en vue de solliciter un accord d'établissement, il faut que l'ONG ait obtenu d'abord l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Comme l'a dit ma prédécesseure, c'est après avoir obtenu cet arrêté que l'ONG peut tenter de déposer son dossier aux affaires étrangères. Et lorsque l'ONG a obtenu l'arrêté du ministre de l'Intérieur, elle doit exercer d'abord son activité pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Le ministre de l'Intérieur t'a délivré ton arrêté pour travailler. Donc l'ONG doit travailler pendant 2 ans sur le territoire ivoirien avant d'introduire sa demande d'accord d'établissement. Et donc, voici là les éléments constitués de l'accord d'établissement. La demande d'accord d'établissement comportait les pièces suivantes. Une demande de signature d'accord d'établissement, une demande de signature d'accord d'établissement délivrée, adressée au ministre des Affaires étrangères. Dans les dossiers, la première pièce, c'est la demande. Après la demande, il y a l'arrêté. L'arrêté délivré par le ministre de l'Intérieur. C'est la deuxième pièce. La troisième pièce, ce sont les statuts et règlements intérieurs de l'ONG. L'ONG a déposé ses dossiers déjà, le statut et règlement intérieur déjà au niveau du ministre de l'Intérieur, mais aux affaires étrangères, nous demandons encore ces documents-là. Ensuite, le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive. Lorsque l'ONG a été créée à l'étranger, le procès verbal de l'Assemblée constitutive, la liste et adresse postale des membres fondateurs de l'ONG, la liste et adresse des dirigeants locaux, adresse postale géographique et téléphonique du siège de l'ONG en Côte d'Ivoire, la domiciliation bancaire de l'ONG en Côte d'Ivoire, la lettre d'accord du ministère technique. C'est-à-dire qu'il faut que le ministère technique aussi donne son accord. Par exemple, si l'ONG intervient dans le domaine de l'éducation, il faut que le ministre de l'Éducation nationale donne son accord. Si c'est dans le domaine de la santé, ainsi de suite. En tout cas, il faut la lettre d'accord du ministère technique, d'où dépend l'ONG. Merci. Ce matin, je suis mandatée par le directeur général des douanes pour faire une présentation sur les ONG.
sur les privilèges et avantages qui sont accordés aux ONG. Et ensuite, en plus des privilèges et des avantages, ces privilèges sont mis en œuvre à travers une procédure qui va être décrite également. Mais en plus de ces avantages, il y a également des obligations qui incombent à ces ONG-là et éventuellement des sanctions en cas de non-respect de ces obligations. Alors, une ONG est une organisation privée qui regroupe des personnes physiques qui, au nom de l'humanisme et au nom de la solidarité, se mettent en œuvre ensemble pour mener des activités à but non lucratif sur le terrain. Ces ONG-là, elles peuvent être soit internationales ou nationales. Une ONG internationale, c'est une ONG qui bénéficie, qui a signé avec l'État de Côte d'Ivoire un accord d'établissement. Mon homologue du ministère des Affaires étrangères a vraiment bien décrit la procédure. Alors, quand on est bénéficiaire d'un accord d'établissement, on a également des avantages douaniers, des privilèges fiscaux et douaniers. Mais ces privilèges-là sont mis en œuvre à travers une procédure. Les privilèges douaniers, non, je n'ai pas de présentation. Les privilèges douaniers sont l'admission temporaire, c'est-à-dire que les droits sont suspendus pour les véhicules, les droits sont suspendus. Et une exonération des droits et taxes de douane sur tout ce qui est importé pour l'usage officiel de la mission et pour tous les biens qui seront importés dans le cadre de la réalisation des différents projets. C'est-à-dire qu'il y a deux avantages, l'exonération des droits et taxes de douane et l'admission temporaire. Et également, il y a la détaxe sur le carburant. Les véhicules en MD bénéficient de 900 litres de carburant détaxé et en CMD de 1500 litres de carburant détaxé. Il y a également les ONG nationales. Les ONG nationales, c'est une ONG qui a un récépissé qui est signé par le ministère de l'Intérieur. Ce document ne donne pas d'office droit à des exonérations. Ce document, quand l'ONG est désireuse d'importer du matériel, elle écrit au directeur général des douanes qui lui accorde, sur la base de l'article 159 du Code des douanes, lui accorde des exonérations, les avantages. Il y a une liste de biens qui ne peuvent pas être exonérés. C'est-à-dire que les biens qui doivent être exonérés par l'ONG nationale, par le directeur général des douanes, doivent présenter un caractère social. Si le caractère social n'est pas décrit, l'ONG ne peut pas bénéficier, l'ONG nationale, bien sûr, ne peut pas bénéficier de ces exonérations. Ce qui veut dire qu'il y a deux types de biens. Il y a les biens qui peuvent être exonérés. Madame Simona a prévu vous envoyer par mail les différents documents. Il y a la liste des biens qui peuvent bénéficier de l'exonération et ceux qui ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour le compte des ONG locales. Ces avantages-là sont décrits, sont mis en œuvre par une procédure qui a été minutieusement mise en œuvre pour permettre un dédouanement, pour rendre plus aisé le dédouanement. La procédure pour les ONG nationales, ça se présente comment? Pour les ONG nationales, pour les ONG internationales, pardon, c'est le ministère des Affaires étrangères. La procédure commence au ministère des Affaires étrangères. L'ONG bénéficiaire se rend au ministère des Affaires étrangères, muni de sa franchise qu'il récupère à l'imprimerie nationale de Côte d'Ivoire. Et puis le directeur du protocole, le directeur des privilèges des douaniers du ministère des Affaires étrangères signe, vise le document, il vérifie également si les biens qui sont importés sont en rapport avec la mission, les objectifs de l'ONG. Et après ce visa, le document nous est transmis à la Direction générale des douanes. Quand le document nous est transmis à la Direction générale, nous aussi, on fait notre contrôle. On regarde l'accord d'établissement, les objectifs qui lui sont assignés. Les biens qui sont importés doivent être en rapport avec l'objectif de l'organisation internationale. Par exemple, si ton objectif, c'est peut-être de lutter contre le sida, importer des carreaux, c'est deux choses pratiquement différentes. Donc, nous, on rejette. Donc, quand les biens sont en rapport avec, avec les objectifs,
On vise également, et la procédure suit son cours, on lui signe, on lui fait son enregistrement dans le SIDAM, qui est notre système informatique, et lui, on lui attribue un code additionnel pour qu'il puisse tirer sa déclaration et faire sortir son matériel. Merci. Avant de commencer mon propos, je vais me présenter. Je suis M. Henri Serge, directeur du partenariat au sein du ministère du Plan et du Développement. Avant de commencer ma communication, Madame Son Excellence, Madame l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Italie, vous avez tous les encouragements et toute la reconnaissance de Madame le ministre du Plan et du Développement. Et elle vous dit entièrement merci pour l'opportunité que vous donnez de présenter un peu les grandes ambitions du gouvernement ivoirien en ce qui concerne le Plan national de développement. Donc, ma communication est prévue pour 10 minutes. Je vais faire l'effort de respecter le timing qui m'a confié de 10 minutes pour dire que la présentation va porter sur, madame, vous pouvez défiler sur 3 points, sur grand 3 points. Donc, en premier point, nous allons passer un peu l'aperçu général de la Côte d'Ivoire en donnant un peu les indicateurs clés pour mieux apprécier un peu, pour connaître un peu l'état de Côte d'Ivoire, les indicateurs clés. En deuxième point, nous allons aborder les perspectives de développement de la Côte d'Ivoire. Et en dernier point, on va aborder les grands projets de développement de la Côte d'Ivoire qui sont contenus dans ce qu'on appelle le document du Plan national de développement de l'année 2016 à 2020, qui fixe les grandes ambitions de l'État ivoirien en ce qui concerne le développement économique et social du pays. Donc, pour commencer, l'aperçu général du pays, il faut allons rapidement sur les indicateurs. Voilà, la Côte d'Ivoire est un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest avec une superficie de 322 462 km² pour une population de pratiquement 25 millions d'habitants, ce qui donne une densité de 72 habitants au km². Nous avons une population urbaine qui est constituée à 49,7%, ce qui montre le fort taux d'urbanisation. Hein. Nous avons un indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, il y a pratiquement une femme qui a un âge de procréer à pratiquement 4,5 enfants, disons 5 enfants. Et malheureusement, l'espérance de vie n'est pas assez grande comparée aux pays développés. Nous avons une espérance de vie malheureusement de 54,3 ans. Comme l'a dit le représentant de l'Aftari, il y a que au cours des 8 dernières années, le taux de croissance du PIB se situe aux alentours de 8%. Mais comme vous l'avez bien signifié, c'est que le pari du gouvernement, c'est que la croissance que connaît la Côte d'Ivoire mériterait d'être un peu plus redistributive. C'est-à-dire que notre principal souci, nous avons un fort taux de croissance économique, mais il y a nécessité à ce que cette croissance-là soit mieux redistribuée pour pouvoir réduire un peu les inégalités et puis réduire un peu l'impact de l'immigration. Voilà, donc c'est un peu le défi essentiel du gouvernement. En termes de, comme vous le savez également aussi, la Côte d'Ivoire est un pays qui est essentiellement agricole. Essentiellement agricole avec, si j'ai les statistiques sont exactes, il y a pratiquement 60% de la population qui travaille dans le secteur agricole. Et nous avons 20 à 30% également, 20 et 20 dans le secteur des services et dans le secteur de l'industrie, avec une grande part aussi du secteur informel. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, la principale production, c'est le cacao, qui permet de produire le chocolat. Hein. Nous avons 2 millions de tonnes par an. Également aussi, pour ces dernières années, nous avons la noix de cajou, nous avons une production pratiquement de 711 000 tonnes. Donc, très rapidement, nous allons également aller, madame, pour faire les perspectives de développement. Voilà. En ce qui concerne les perspectives de développement, il faut dire que depuis pratiquement 2012, l'État de Côte d'Ivoire, après avoir pratiqué des politiques d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, depuis 2011, avec l'avènement au pouvoir de son Excellence, M. Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a repris pratiquement la pratique de la planification stratégique. C'est-à-dire que chaque 5 ans, nous avons un document de planification qui donne les grandes orientations de l'État de Côte d'Ivoire pour atteindre des objectifs de développement économique et social. Donc, nous avons élaboré depuis 2012 un premier plan
national de développement qui était axé principalement pour permettre aux pays aux alentours de 2016 d'atteindre un peu ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire doit devenir un pays émergent à l'image des pays asiatiques. Voilà, donc nous allons aller. La vision prospective pour 2040, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui soit une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde. Ça, c'est un peu la vision du gouvernement ivoirien pour 2040. Donc, pour 2016-2020, vous allez partir. Pour 2016-2020, l'objectif d'État de Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire puisse accéder au rang de pays émergent. Donc, pour cela, nous avons fait un document de planification stratégique qu'on appelle le Plan national de développement qui, sur la période 2016-2020. Donc, les besoins d'investissement sont estimés dans le document à 30 000 milliards de francs CFA, qui représentent 45,8 milliards d'euros. Voilà, dans les 45,8 milliards d'euros, ce plan doit être financé à 40% par le secteur public, c'est-à-dire par le gouvernement, et 60% doit être recherché au niveau du privé. Et bien sûr, également, les ONG peuvent s'inscrire un peu dans cette dynamique-là. Donc, dans ce document-là, très rapidement, les secteurs de concentration, c'est-à-dire que les grands secteurs sur lesquels l'État de Côte d'Ivoire attend mettre le focus, il y a 6 secteurs principaux de concentration. Hein. Nous avons l'agriculture, nous avons l'énergie, nous avons les mines, l'industrie, l'eau potable et le transport. Donc, nous allons aborder, madame, vous pouvez faire circuler très rapidement. En ce qui concerne maintenant le déroulé de mon intervention, en ce qui concerne les grands projets de développement, il y a que nous avons, en ce qui concerne le secteur agricole, le besoin de financement pour le secteur agricole est estimé à 2 381 milliards de francs CFA, soit environ 3,3 milliards d'euros. Donc voilà un peu les grands projets. En ce qui concerne le secteur de l'agriculture, il y a que le gouvernement, sur les 5 prochaines années, cherche à mettre en place 5 grands projets de pôle agro-industriel. Excellence, Madame l'ambassadeur. Je voudrais moi aussi vous adresser les respectueuses salutations de M. Emmanuel Essis, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé, directeur général du CPC, et vous remercier pour l'opportunité que vous donnez à notre institution de pouvoir intervenir sur cette plateforme que vous avez si brillamment créée. Je voudrais aussi vous saluer tous en vos rangs, grades et qualités, distingués invités. Mon intervention de ce matin, je pense qu'elle va être très courte parce que je devais normalement intervenir sur les opportunités, l'environnement des affaires, les facilités qui sont faites dans le cadre d'investissements privés en Côte d'Ivoire. Mais je pense que le représentant du ministère du Plan m'a si bien marché le travail qu'on ne va pas insister longtemps sur les opportunités. On va aller directement au code des investissements et puis après finir sur l'environnement et puis un peu décrire le rôle du CPC dans toute cette chaîne. Merci beaucoup. Bien. Toutefois, avant de commencer, je voudrais préciser que la Côte d'Ivoire, ces dernières années, a entrepris des réformes qui sont majeures, qui ont repositionné le pays et qui sont traduites en des résultats concrets que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a si bien rappelé dans son message à la nation du 31 décembre 2016, quand il déclarait que les réformes entreprises dans le cadre de l'environnement, du climat, des affaires, commencent à porter leurs fruits et se traduisent par la confiance des investisseurs nationaux et internationaux. Et notre pays est devenu une des économies les plus attractives en Afrique. Je pense que si j'avais fait ma présentation complète, des éléments auraient été donnés pour illustrer cela. Mais comme on va aller à l'essentiel, on va tout de suite se projeter sur les secteurs d'opportunité. Le ministère du Plan les a plus ou moins ramassés, juste pour dire que pour des organisations non gouvernementales ou des structures qui peuvent accompagner des entreprises ou des sociétés coopératives ivoiriennes à investir dans le domaine, il y a autant d'opportunités ici. Notamment, il a parlé de projets de l'État dans le domaine de l'agriculture, mais il n'y a pas que les projets de l'État, il y a aussi les projets qui peuvent être initiés par des privés. Et le CPC a pour cœur de métier, donc, ces projets-là, c'est là-dessus que nous avons notre focus particulier. Nous n'avons pas pour interlocuteur les ONG, je tiens à le préciser, parce que nous traitons avec des investisseurs privés, sociétés, entreprises privées. Toutefois, dans le cadre de leurs activités en Côte d'Ivoire, ces ONG-là, ces entités, organisations de développement, peuvent se mettre en partenariat avec des structures nationales,
qu'elles peuvent accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de projets générateurs de revenus ou de projets pour améliorer les conditions de vie des populations. Et les structures qui naîtraient de tels partenariats pourraient rentrer dans le champ de compétences et dans le champ donc de bénéficier des avantages qui sont prévus par la loi en Côte d'Ivoire au titre du Code des investissements. Et les zones de concentration en général, c'est Abidjan, parce que quand on fait le profilage, on s'est rendu compte que environ 70% des personnes qui se sont aventurées dans ce voyage-là étaient dans Abidjan et ses alentours. Donc, vous constaterez que la plupart des projets de réintégration sont concentrés à Abidjan et aux alentours, à Zagué et Songon. On a aussi Daloa. Ici, tout le monde a entendu parler de Daloa, qui était comme la première région de départ. Aujourd'hui, Daloa bénéficie de beaucoup de projets. Il y a même un projet italien qu'on dénomme Faxo Cafissa, qui a lieu à Daloa. Il y a San Pedro, il y a Korogo, il y a Boaké, il y a Yamsoko. Pour Daloa, en général, ce sont pour les collectes des ordures. À San Pedro, il y a la restauration, il y a la collecte des ordures, il y a l'élevage. À Korogo, il y a l'apiculture, l'aviculture, qui sont... Et puis à Boaké, c'est essentiellement la riziculture, ainsi qu'à Yamsoko. Bien, j'ai tout fait pour pouvoir tenir en 10 minutes, comme on l'avait demandé. Mais on sera là pour répondre à des questions si cela est nécessaire. Mais en tant que président du comité de gestion des cas, je pense qu'il y a des besoins. Et le besoin, ce serait le renforcement des capacités des acteurs qui travaillent sur les questions de retour des migrants, notamment ceux du CGC, et puis des capacités opérationnelles. Parce qu'on sait que la migration, c'est quelque chose de dynamique. Et de plus en plus, il faut que nous changeons de paradigme. Et je pense que c'est pour cela qu'on fait cette édition. On doit plutôt penser migration, développement de plus en plus. Et il faut mettre, moi je pense qu'après le retrait, si les partenaires se retirent, il faut vraiment penser à mettre en place un fonds pour appuyer les activités ou les actions de réintégration. Et je pense qu'il est important, si la diaspora est présente dans cette salle, qu'il faut constituer un réseau des organisations de la diaspora pour développer des opportunités d'emploi dans nos différentes régions. Et je me réjouis de savoir que la RDC est présente dans cette salle. Et avec ça, on pourra développer des start-up dans les régions ou faire des appuis en matériel aux start-up qui existent. Le district d'Abidjan est là. Je crois qu'il y a un incubateur déjà au niveau du district d'Abidjan. Peut-être qu'ils vont en parler. Et je pense que ce sont des éléments qui peuvent nous permettre de réussir la réintégration et de maintenir aussi les jeunes. Et comme des ONG sont présentes dans cette salle, je pense qu'on a besoin de plus d'ONG crédibles, capables d'assurer des activités de réintégration durable. Avant-hier, lorsqu'on faisait la réunion, on s'est rendu compte qu'il faut développer beaucoup de projets de réintégration dans la zone de l'Ouest. Donc, on a vraiment besoin d'ONG capables de mener des activités, mais surtout crédibles. Parce qu'il y a des ONG qui postulent, une fois qu'ils sont retenus, ils attendent le premier versement avant de commencer. Donc, vraiment, je lance un appel aux ONG présentes dans cette salle pour qu'ils puissent appuyer l'État de Côte d'Ivoire pour la réintégration durable de nos migrants qui sont de retour. Et je voulais profiter, avant de céder le micro, et parce qu'il faut changer le paradigme, je crois que le ministère a développé un outil de la cartographie de la diaspora ivoirienne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. L'outil est récent, c'est maintenant qu'il est fonctionnel. C'est un projet pilote pour 3 pays, mais il est ouvert sur le monde entier, où partout il y a des Ivoiriens qui puissent s'inscrire. In fine, c'est faire un répertoire des compétences, mais aussi les associations de diaspora qui doivent voir leur domaine d'intervention, tout et tout, pouvoir faire des réseaux et puis pourquoi pas développer nos régions pour maintenir les jeunes. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, cantare
andare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Merci Madame, Son Excellence Madame l'ambassadeur. Merci Monsieur et Dames les participants. Je suis Madame Thiebi, je suis vice-gouverneur au niveau du district autonome d'Abidjan. Et je parle là au nom du Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan. La présente communication comporte 4 parties. Introduction générale, présentation du district autonome d'Abidjan. 3. Présentation des besoins spécifiques et les opportunités dans le district autonome d'Abidjan. Et conclusion. J'ai pris ta place. Hein. Ah oui. Comme tu n'étais pas là. En se référant à la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020 un pays émergent, une nation réconciliée avec elle-même et avec les autres nations. L'ambition du gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begremambé, est de faire d'Abidjan la grande cité moderne et modèle datant, la cité du futur, en harmonie avec les défis du 3e millénaire et des temps à venir. Présentation du district autonome d'Abidjan. Le district autonome d'Abidjan est une entité territoriale particulière dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, régie par la loi numéro 2014-453 du 5 août 2014. Pour l'exercice de ses compétences, le district dispose d'un conseil, organe délibérant composé de 72 membres, d'un gouverneur, organe exécutif du district, d'un bureau composé du gouverneur, de 5 vice-gouverneurs et de 2 secrétaires. Le district autonome d'Abidjan est composé de 13 communes, dont 3 se confondent avec leur sous-préfecture de ressort et une sous-préfecture non communalisée. Les communes sont Abobo, Agamé, Anyama, Atiekoubé, Benjerville, Cocody, Koumansi, Marcory, Plateau, Port-Boué, Songon, Trècheville et Yopougon. Les 4 sous-préfectures sont celles d'Anyama, de Benjerville, de Brofo-Doumé et de Songon. Le district autonome d'Abidjan comprend sur son territoire 96 villages. L'étendue du district autonome d'Abidjan est vaste de 2120 km², soit 0,7% de la superficie du territoire national. Il est occupé dans sa partie méridionale par la lagune Ébrié qui couvre 26% de son territoire. Le district autonome comptait 5 millions d'habitants, soit 2,5% de la population nationale. Soit 5% de la population nationale, 22 671 331 habitants selon le recensement général en 2014. Cette population devrait être estimée à plus de 6 millions à ce jour. Les caractéristiques socio-économiques de la population du district autonome d'Abidjan. 77% de la population du district d'Abidjan est composée de jeunes de moins de 35 ans. Véritable poumon économique du pays, Abidjan comprend essentiellement des entreprises de tous les secteurs d'activité. Cependant, les populations des villages périurbains demeurent dans une extrême pauvreté. En particulier les personnes vulnérables composées de femmes et de jeunes. C'est pourquoi le district autonome d'Abidjan, en tant qu'acteur de développement, par sa mission, veut impulser des initiatives locales et pérenniser les actions de développement durable par l'employabilité de l'entrepreneuriat des jeunes. Merci, Madame l'ambassadeur. Je remercie tous les participants. J'ai saisi l'opportunité qui m'est donnée
en tant que président d'une région, la région de la Maraoué, pour m'adresser à vous. Je me présente, je me nomme Zamlé Zéphirin, je suis ingénieur industriel. Et comme je le disais à certaines personnes, je ne suis pas politicien. Je suis arrivé à la politique parce que, à un moment donné, j'ai voulu m'intéresser au problème de développement de ma région et de la Côte d'Ivoire en particulier. Je suis ingénieur industriel et je suis issu du milieu très rural. Mes parents sont de familles très modestes. J'ai eu la chance, avec la politique de notre premier président, le président Félix Faure-Boigny, d'accéder à la connaissance et de devenir ingénieur industriel. Aujourd'hui, je suis connu un peu sur le milieu international comme celui qui fabrique les machines pour transformer le cacao en chocolat. Je peux aussi faire d'autres machines. Je travaille avec le groupe Nestlé, Barry Callebaut, je travaille avec des Italiens qui sont ici, je travaille avec des Américains, je travaille avec des Français, mais dans le domaine des machines. Moi, je suis machiniste. Et c'est pour ça que je vais peut-être vous parler beaucoup plus, comme je suis élu nouvellement, et je n'ai pratiquement pas encore plus fonction. Donc, je vais vous parler de pourquoi je suis venu dans ce milieu-là qui est très loin de ma formation de base. Parce que tout petit, comme beaucoup l'ont dit ici, nous accompagnons nos parents et travaillons avec la machette et la daba. Et aujourd'hui, mes cousins, mes neveux qui sont au village, continuent de travailler toujours de la même manière. Moi, je me suis dit que, en prenant une région qui est un grand pôle de développement, dans les 5 ans que la population vient de me donner, il faudrait qu'au sortir des 5 ans, je puisse amorcer la mécanisation de l'agriculture dans ma région. Il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Surtout avec le Volare, oh, cantare. J'ai oublié de mentionner la ville où nous trouvons. Les Centrabelles, c'est Et ceci nous permet d'établir un dialogue et de nous rendre compte Quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli. Ce matin, nous avons procédé à l'ouverture de la 3e édition de l'atelier des ONG. C'est un atelier auquel nous tenons beaucoup au niveau de l'ambassade parce que les ONG sont des acteurs clés du développement durable. Beaucoup d'ONG italiennes sont présentes en Côte d'Ivoire et nous avons tenu au cours de cet atelier à rapprocher ces ONG italiennes des autorités ivoiriennes qui encadrent les ONG en Côte d'Ivoire de façon que les conditions d'exercice, de présence soient bien identifiées et que les ONG également disent un peu leurs projets par rapport aux années qui viennent. Donc ça a été un échange fructueux où il y a eu une rencontre entre personnes qui sont impliquées dans ce développement par les ONG. Cette journée a permis de rappeler les règles d'installation des ONG en Côte d'Ivoire, les règles d'identification, mais d'accord d'établissement également, des possibilités qui leur sont offertes en termes de développement projeté dans le plan ivoirien et également des objectifs que poursuivent d'un côté les ONG italiennes, mais également les ONG ivoiriennes qui sont venues et les responsables de régions et des collectivités locales qui étaient là ont mieux exprimé leurs besoins pour que ces besoins soient mieux pris en compte et que l'ONG qui travaille en Côte d'Ivoire ait une base d'information à partir des collectivités locales sur les besoins réels des populations. Je suis Béatrice Levry, je suis secrétaire générale de préfecture
et j'ai en charge la sous-direction de la vie associative au sein du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est un regard, on va dire, très promoteur, positif, parce que c'est une tribune d'échange, une tribune de partage. Et moi, je suis ici dans le cadre de cet atelier-là, dans lequel je suis intervenue sur les procédures d'agrément des associations et ONG, et particulièrement des associations étrangères en Côte d'Ivoire. Et donc, avec tous les intervenants qui se sont succédés à cette tribune, je pense que nous avons beaucoup appris. Et au niveau de la coopération entre l'Italie et la Côte d'Ivoire, pour ce qui est des organisations de la société civile, je pense que c'est promoteur et que cela augure d'horizons, on va dire, promoteurs. Ouais. Je suis Serge Henret, je suis directeur du partenariat au ministère du Plan et du Développement. Voilà, comme vous le savez, le ministère du Plan et du Développement, c'est le ministère qui s'occupe des grandes orientations de l'État en ce qui concerne des activités en termes de planification stratégique. C'est le ministère du Plan et du Développement qui, chaque 5 ans, est chargé de définir un peu les grandes orientations en matière de développement économique et social pour l'État du Côte d'Ivoire. Ma présence ici, à la demande de l'ambassade, j'étais en charge, je devais présenter les grands projets de développement de la Côte d'Ivoire qui est contenu dans le plan national de développement pour que les ONG, également aussi les industriels qui vont participer demain au séminaire puissent connaître un peu la Côte d'Ivoire, voir un peu les opportunités d'investissement et de telle sorte que dans leur plan d'action, ils puissent mettre ce programme-là en cohérence avec les grands objectifs de développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui justifie un peu ma présence ici à Sud Atadi. Que vraiment ça a été vraiment beaucoup instructif et je tiens à remercier Madame l'ambassadeur pour l'initiative. Je pense que c'est ce leadership qu'elle a pour pouvoir réunir, faire une plateforme de collaboration entre les ONG, la partie nationale également, les investisseurs. Je pense que lorsque la plateforme qu'elle va créer va permettre de pouvoir mieux cibler les actions de développement, également aussi de mieux prendre en compte les questions de migration qui, parfois, est d'actualité. Donc vraiment, je tenais au nom du ministère vraiment à dire vraiment merci à Madame l'ambassadeur pour l'initiative. Je pense que des actions qu'elle entreprend contribuent effectivement à la relance de la diplomatie économique en faveur des investissements pour l'État du Côte d'Ivoire. Donc c'est tout à son honneur qu'on tient vraiment à lui dire merci pour l'initiative qui est vraiment un exemple qui doit faire tache d'huile au niveau des autres ambassades. Je suis commandant Hiro Espérance Adeline Glaï. Je suis chef de bureau des exonérations et des franchises à la Direction générale des douanes. Ce matin, j'ai été mandatée par le directeur général des douanes pour présenter les procédures, tout ce qui est avantage, je dirais, douanier accordé aux ONG, qu'elles soient internationales ou nationales, et comment se fait la mise en œuvre de ces exonérations, les obligations qui incombent à ces ONG-là, et ensuite les sanctions en cas de non-respect des obligations qui incombent aux ONG. C'est le but de ma présence. Je suis Dr Goïta Insiata Ouattara. Je représente ici le ministère de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, précisément la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Je suis moi-même directrice en charge de l'assistance et de l'information au sein de cette direction générale. Bien, il faut dire que nous avons reçu l'invitation de Madame l'ambassadrice pour participer à cette 3e édition. Et pour nous, c'était une obligation d'être là parce qu'aujourd'hui, il s'agit de parler de migration et de développement. Je pense que c'est ce qui est important. Pendant longtemps, on a vu que les aspects négatifs de la migration. Aujourd'hui, la migration et le développement nous permettent véritablement de changer de paradigme. Donc, il était important que nous participions en tant que ministère, en tant que structure en charge de notre diaspora. Mais quand on dit diaspora, il n'y a pas que cette diaspora de qualité, mais il y a aussi cette diaspora qui est en proie à beaucoup de difficultés. Et nous sommes venus partager notre expérience parce que la Côte d'Ivoire, avec l'appui des partenaires tels que l'Organisation internationale pour les migrations, a pu élaborer
un projet de plan national d'assistance au retour volontaire et à la réintégration, lequel projet devait être adopté en Conseil des ministres. Et pour le moment, même si le projet n'est pas encore adopté, c'est ce plan-là qui nous sert de boussole chaque fois qu'il y a des retournés qui viennent, surtout dans le cadre du programme du Fonds fiduciaire, Union européenne, Organisation internationale pour les migrations. Je le disais tantôt que c'est un programme qui présente les mécanismes, les procédures à suivre depuis la saisine jusqu'au retour en Côte d'Ivoire et les procédures pour la réintégration. Oui, je suis Philippe Malan Kofi, diplomate, conseiller des affaires étrangères, sous-directeur des ONG internationales au ministère des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire. À l'occasion de l'atelier sur les ONG, la troisième édition notamment, sur les ONG que l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie organise les 7 et 8 février 2019, l'ambassade a demandé au ministère des Affaires étrangères à Abidjan de leur envoyer quelqu'un pour leur expliquer la procédure de signature de l'accord d'établissement par les affaires étrangères. Voilà. C'est-à-dire que les ONG étrangères, avant d'exercer leur activité sur le territoire ivoirien, doivent signer un accord qu'on appelle accord d'établissement. Et c'est le ministère des Affaires étrangères qui représente le gouvernement de Côte d'Ivoire au sein de cette signature-là. De cette première journée, beaucoup de structures ont expliqué. Voilà. Moi, je suis intervenu sur la procédure d'accréditation des ONG par le gouvernement de Côte d'Ivoire et j'ai expliqué à l'auditoire que pour qu'une ONG internationale soit accréditée en Côte d'Ivoire et exerce ses activités, il faut d'abord qu'elle soit autorisée par le ministère de l'Intérieur. C'est la loi sur les associations de 1960 qui le prévoit. Et donc l'ONG étrangère doit avoir l'arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui autorise à exercer ses activités en Côte d'Ivoire. Et lorsque l'ONG étrangère obtient cet arrêté, elle doit exercer sur le territoire national pendant 2 ans avant de solliciter l'obtention d'un accord d'établissement. Donc, je m'appelle Madame Impaliazzo, je travaille au ministère de l'Intérieur et dans un bureau qui s'occupe de différentes tâches, entre lesquelles la coopération internationale dans des pays d'Afrique. Nous faisons des projets, nous réalisons des projets à travers des ONG et des organisations internationales. Les projets visent à informer les migrants, les gens qui veulent partir des pays d'Afrique, sur les difficultés qu'ils vont rencontrer dans la route. Et en même temps, on va donner des opportunités pour faire des cours de formation professionnelle, d'artisanat et aussi de la recherche de l'emploi. Donc on fait des projets de start-up de travail et aussi de microcrédits pour des gens qui ont des idées mais qui n'ont pas l'argent pour les réaliser. Au ministère de l'Intérieur, on remercie beaucoup l'ambassade de la Côte d'Ivoire. C'est une opportunité très généreuse qu'ils nous ont donné de nous rencontrer, de faire un peu de networking et aussi de connaître les autres activités et les autres réalités, soit italiennes, soit de la Côte d'Ivoire. Donc les nécessités de la Côte d'Ivoire, des différentes mairies et des ONG locales. Je me nomme Emiliano Cottini, je suis italien, je représente une association italienne qui s'appelle Gruppo Abele, une association qui a été fondée en 1966 dans la ville de Turin, au nord de l'Italie. Une association qui n'a pas dans ses priorités la coopération internationale, mais une association qui néanmoins est présente en Côte d'Ivoire depuis 1982, interpellée en ce moment par la société civile et les autorités du pays pour venir mettre en place un projet d'assistance aux mineurs en conflit avec la loi. Je pense que ce qu'il y a à retenir de cette journée, de ce troisième atelier, est surtout la dimension de la relation
qui se fait de plus en plus étroite entre la Côte d'Ivoire et l'Italie, non seulement au niveau de la coopération institutionnelle, mais aussi au niveau de la coopération qu'on peut bien construire entre les différents acteurs de la société civile et la collaboration entre la société civile et les autorités. Je crois qu'il a été une journée très enrichissante où tous les participants ont eu l'opportunité de se former, de comprendre un peu mieux aussi plusieurs aspects des normatives qui nous concernent en tant qu'opérateurs humanitaires en Côte d'Ivoire. Selon nous, ce sont des occasions très importantes aussi pour établir des collaborations. Vous savez, souvent, on est pris par le quotidien. C'est difficile de rencontrer surtout les autorités. Et alors, dans ce type d'événements, d'occasions, c'est le moment où on peut connaître personnellement certaines personnes cibles et de là créer des partenariats qui peuvent être très utiles pour les deux côtés. Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, con